Monsieur le ministre, je vous remercie pour la bienveillance de vos propos et je saisis cette occasion pour vous remercier d'une façon générale pour les propos souvent positifs que vous tenez à l'égard des serviteurs de l'État. Et cela me touche beaucoup. Je vous remercie également chaleureusement pour votre présence qui témoigne de la confiance qui m'a été accordée pendant 23 ans. 23 ans de foi en l'État républicain, à son service et au service de mes supérieurs hiérarchiques. Alors je dirais toujours avec conviction, toujours avec loyauté, parfois avec abnégation, mais jamais avec zèle, qui est pour moi source d'égarement. Ce sont des souvenirs intenses que je partage avec vous toutes et avec vous tous aujourd'hui, à un tournant de nos organisations sociales et humaines, et dans un contexte très particulier. On atteste le port quasi généralisé du masque ce matin, et votre présence m'est d'autant plus précieuse. Pendant ces 23 ans, le temps a passé, et si ces belles insignes sont un peu pour moi, elles sont aussi et surtout pour ma famille, mon époux Philippe, mes deux filles Valentine et Mélodie, et mes parents, qui regardent avec beaucoup de philosophie toute cette effervescence administrative. Et voilà, leur dédier cette belle reconnaissance, c'est ma façon de les remercier pour un soutien jamais démenti et surtout pour leur patience. Alors il me plaît de dire que pendant ces 23 ans, en réalité, c'est l'administration qui m'a formée. Tout a commencé à la Direction de la Défense et de la Sécurité civile en 1997, vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, où j'ai fait effectivement l'apprentissage de la gestion d'urgence et de la gestion de crise, puisque quelques mois après mon arrivée, j'ai été confrontée à un mouvement de grève dur des pilotes de Canadair, juste avant la saison feu, donc qui est un moment tout à fait choisi pour faire grève. Et j'ai appris déjà à accepter l'inattendu, Monsieur le Ministre, car la veille de partir à la base des Marignane, donc pour les premières réunions de négociation, mon directeur de l'époque, je m'en souviendrai toujours, est rentré dans mon bureau pour me conseiller vivement de prendre une brosse à dents et une chemise de nuit, et pour me dire, donc d'un ton assez placide mais néanmoins inquiet, Virginie, les rapports des renseignements généraux ne sont pas très bons et il ne faut pas minimiser le risque de séquestration. Bon, c'est véridique. Puis arrivé sur site, j'ai appris ce qu'était la stratégie d'intimidation collective, puisque nous n'étions que 4, et très vite nous avons été entourés de 90 pilotes, 90 grands pilotes, donc tous armés de lunettes de soleil et de blousons d'aviateur. Donc comme j'étais très jeune à l'époque, j'avais l'impression d'être un peu comme dans le film Top Gun, que vous connaissez tous. Voilà, alors en moins agréable, et sans Tom Cruise, vous vous en doutez bien. Et ce même jour, j'ai observé comment résister physiquement et intellectuellement, puisque mon directeur, qui était Jean Dussour, a conduit des négociations très compliquées jusque très tard le soir, dans un hangar non climatisé. Donc ça, c'est pour le panorama général. Et je vous avoue avoir été comblée et avoir faim de l'être lorsque j'ai appris en même temps que les organisations syndicales que j'étais désignée comme point d'entrée unique de la mise en œuvre du protocole de fin de grève, un protocole que nous avions déjà tant de mal à rédiger. Donc j'étais dans l'administration depuis 5 mois, j'avais 26 ans et le ton était donné sur le service de l'État. Monsieur le ministre, j'ai un souvenir très précis de ce que vous avez dit lors de l'inauguration du pôle médico-social de Cerquigny. Vous avez parlé de la permanence de l'État, son immanence à travers les époques et les gouvernements, et surtout de l'engagement des intéressés, de ceux qui le servent. Difficile de ne pas se sentir concerné par ce message. Depuis le début de ma carrière, j'ai entendu parler de l'État avec passion, qu'il s'agisse d'État-providence, d'État-stratège, d'État-producteur, d'État modeste pour être moderne, d'État social, et plus récemment d'État start-up. En dépit de ces conceptions parfois contradictoires et parfois complémentaires, et après plusieurs crises de nature très différentes, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que la demande sociale d'État est toujours présente. Elle est ambiguë, exigeante, violente même et permanente, et que l'État républicain reste bien la matrice de la construction de notre nation. Cela me rassure, mais nous avons pu douter, et nous ne devons pas baisser la garde. Pierre Bourdieu a beaucoup écrit sur la main gauche et la main droite de l'État, et j'ai probablement actionné ces deux mains
à l'occasion des différentes missions que j'ai pu exercer en administration centrale, en service déconcentré, en administration police ou en établissement public, et elles m'ont forgé une conception bien trempée de l'État républicain. Pour moi, servir l'État républicain, c'est avant tout trouver les bons et justes équilibres dans l'intérêt commun. Entre prévention et coercition, bien sûr, entre ordre républicain et expression des libertés, cette quête obsédante de la conciliation entre la paix publique et la violence légale, trouver les bons et justes équilibres sur les territoires pour réduire les inégalités spatiales et sociales, et je le dis souvent dans l'arrondissement des Andelys. Servir l'État républicain, c'est toujours œuvrer pour la concorde, en se demandant ce qui pourrait nous rassembler, même si parfois peut tout sembler perdu. Enfin, si se dire, dans les moments difficiles, voire brutaux, que ce que l'on construit, c'est pour les autres. L'espace public, un sujet qui m'a passionnée lorsque j'étais en fonction à la préfecture de police et à la préfecture de la région de l'Île-de-France, est le lieu de toutes les détresses, mais aussi de toutes les libertés et de joies immenses. Il doit faire l'objet d'une attention constante et sans relâche. L'État doit rester robuste et combatif dans l'adversité, mais je considère pour ma part qu'il peut aussi convaincre dans la bienveillance. Certes, il n'a plus le monopole de l'intérêt général depuis bien longtemps, mais ce qui fait avancer ensemble acteurs publics et société civile. Une supérette, un espace France-Service dans un village rural ou dans un quartier politique de la ville, un établissement de nuit, et là je ne vais pas vous laisser indifférente sur la question de l'établissement de nuit, sont également des lieux de sociabilisation et d'accès à la citoyenneté qui méritent toute notre mobilisation. Au moment de ma prise de fonction, Monsieur le ministre, vous m'avez demandé d'incarner la fonction. Grosse pression quand on n'a jamais été sous-préfet d'arrondissement. Très grosse pression quand on a un ministre dans son arrondissement, il faut quand même le reconnaître. Je dirais également que la proximité est foncièrement exigeante. Précisément, j'aime rappeler que le sous-préfet d'arrondissement a été conçu en 1800 par Napoléon Bonaparte comme le premier collaborateur du préfet. On a tendance à l'oublier. Pour reprendre ses propos, on n'administre bien que de près. Je suis en mesure d'affirmer aujourd'hui ce que nous évoquons entre collègues. Le sous-préfet d'arrondissement, c'est le couteau suisse, mais aussi le géotrouve-tout, sur lequel tout le monde souhaite et doit pouvoir compter pour gérer les soucis du quotidien, mais aussi contribuer au rayonnement du territoire. Il incarne ce fameux État à visage humain auquel tout le monde aspire, accessible de nos concitoyens et de tous les élus du territoire. Vous savez que j'y tiens beaucoup. Il y a d'ailleurs toujours une présence, un collaborateur à la sous-préfecture des Andelys pour répondre aux questions quelles qu'elles soient. N'est-ce pas Sophie et Céline? Pour conclure sur la continuité de l'État, je rappellerai une très belle formule prononcée par Jean-Marc Sauvé qui me paraît plus que jamais d'actualité. L'État nous tient debout. Il est le corps dans lequel s'inscrit notre projet commun. À chaque évolution vécue comme inquiétante, c'est à l'État qu'il est fait appel, que ce soit pour prévenir et amortir les chocs, pour protéger les personnes et pour penser leurs plaies, pour faire vivre une cohésion sociale et territoriale, pour imposer un cap nouveau aux politiques économiques, écologiques et sociales. À vrai dire, nous y sommes. Et comme l'État nous tient debout, je ferai de mon mieux pour continuer à le servir puisque vous m'y avez encouragé. Très sincèrement et très simplement, merci à vous, Monsieur le Ministre, pour votre précieuse confiance. Merci à toutes et tous pour votre soutien revigorant et pour avoir décalé vos congés afin de pouvoir partager ce moment avec vous. Et surtout, prenez bien soin de vous.